Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage. Salut l'équipe, c'est Lovalis. Bon déjà je voulais vous dire que je suis rentré dans ma famille, du coup je filme avec mon ancien matos, j'espère que la qualité sera pas trop dégradée pour vous, et si c'est le cas, veuillez m'en pardonner, c'est juste temporaire. Alors avant toute chose, je voulais vous dire que je voulais sortir la vidéo bien avant, parce que c'était un match incroyable, mais je vous avoue qu'en ce moment c'est un petit peu tendu, et j'ai eu des examens à passer et des trucs à rendre pour mon mémoire. Pour tout vous dire, là je sais pas quand est-ce que la vidéo sort, mais j'ai pu commencer à travailler dessus que mercredi. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la partager autour de vous, c'est vraiment un super soutien pour moi. Mais dans le fond, c'est peut-être pas si mal que je fasse cette vidéo un petit peu plus tard, parce que ça m'a permis d'avoir du recul par rapport à cette rencontre qui a déchaîné les passions. Faut dire que le contexte s'y prêtait aussi. Une finale face à nos ennemis de toujours, sans notre équipe type, donc sans les Dupont, Vakatawa et consorts, ce qui fait qu'on s'est présenté avec une compo à 68 sélections face à 760 en face. Pour se donner une idée, 68 sélections, c'était le nombre de sélections qu'avait George Ford avant le coup d'envoi. Donc forcément une rencontre très déséquilibrée sur le papier, en plus une équipe d'Angleterre qui s'est présentée avec son 15 type Coupe du Monde, le tout saupoudré d'arrogance anglaise, tout le monde sait que durant la semaine avant le match, plusieurs médias britanniques ont martelé pendant toute la semaine que ce match était une farce et qu'on allait nous bouffer, sauf que c'était mal connaître Galtier et ses hommes. C'était mal connaître l'état d'esprit formidable démontré par cette équipe, qui avait décidé qu'elle ne se laisserait pas faire, qu'elle n'entrerait pas sur le terrain perdante, et surtout qu'elle ne sortirait pas avant d'avoir tout donné pour faire taire cette condescendance qu'elle n'a que trop connue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Bleus ont vite démontré dans quel camp était la farce. Cette jeune équipe de France a très vite imprimé la partie de son agressivité sur tous les contacts, dans les rugs, dans les plaquages. J'étais impressionné par l'engagement démontré par nos Bleus, à l'instar des timbres distribués par Pesanti et Jelonche sur Vunipola. J'ai aussi été impressionné par l'insouciance du jeune Moefana, qui ne s'est pas laissé marcher sur les pieds, qui a fait oublier son jeune âge et son inexpérience. 5 matchs en professionnel, je vous le rappelle pour ceux qui savent pas. Dès le début, je pense que vous l'avez senti, même à travers nos écrans, on a pu sentir que quelque chose de surréaliste est en train de se passer à Twickenham. Les minutes passaient et les Bleus faisaient plus que tenir, c'est eux qui menaient la cadence. Et c'était eux qui mettaient la pression sur une équipe de vice-champions du monde, devant leur public de soignants à qui le match était dédié. Le souffle était clairement français, et bien servi par un Jalibert taille patron, Dulin se permet même d'inscrire le premier essai de la partie. Le mouvement est d'abord parti de Gérassi qui trouve de l'avancée malgré une touche cafouillée. Puis deux joueurs viennent en l'air à la limite du passage à vide pour fixer les Anglais, et la vista après de Jalibert fait le reste. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à y croire. Les Anglais, bousculés par cette équipe d'inconnus à leurs yeux, se mirent alors à douter. On voyait qu'ils jouaient avec le frein à main, qu'ils n'arrivaient pas vraiment à mettre de stratégie en place pour se débarrasser de cette équipe accrocheuse. Toute la partie, ils se sont juste contentés d'arroser le troisième rideau pour essayer de provoquer une faute, mais Brice Dulin, aka l'aimant à ballon, ne l'a jamais permis. Les rôles semblaient clairement inversés, et moi je pense que si un néophyte venait juste de zapper sur le match, il aurait eu toutes les peines du monde à savoir laquelle des deux équipes était championne du tournoi 2020 et vice-championne du monde actuel. Quand ils avaient des occasions, les hommes d'Eddie Jones sont quasiment à chaque fois poussé le ballon au pied. Ils n'ont jamais essayé vraiment de nous surprendre. Par exemple, sur cette action, il y a clairement des espaces. Là, il y a un intervalle entre les deux Français et un autre entre Villiers et la touche dans une situation de 3 contre 2. Et à défaut de marquer un essai ou bien de percer, il y a quand même vraiment moyen de créer du désordre. Mais Underhill ne prend même pas la peine de fixer Jelonche ou de jouer dans l'intervalle. Sans fixer, il fait une passe à son pilier qui n'est pas vraiment lancé et finalement la défense se met facilement en place. Là, je vais prendre un autre exemple. Le ballon est rapidement envoyé sur les extérieurs, notamment grâce à 2 belles passes pivots et on se retrouve dans une situation là encore de 3 contre 2. Et j'ajoute que l'arbitre a déclaré un avantage, donc autant jouer le coup. Mais Daly, fidèle à l'ennui de son équipe, tergiverse, laisse la défense glisser et tape un jeu au pied très moyen, alors qu'en plus c'était couvert derrière. Enfin je sais pas moi, t'es mené depuis 50 minutes, t'es dans les 40 mètres adverses, t'as un avantage, joue-le merde. Après nous aussi les Français on a fait pas mal d'erreurs. On s'est fait pas mal pénaliser en mêlée, on concède 2 ballons directs en touche, on a aussi fait des en avant sûrement dû à la fébrilité, mais on a su compenser par l'envie et la rage. Jalibert qui était terne contre l'Écosse et l'Italie s'est enfin révélé. On l'a senti beaucoup plus libéré, il a aussi pas mal réussi à faire jouer autour de lui, et franchement ce qu'il a montré c'est assez rassurant pour l'avenir, donc espérons que sa blessure au genou ne soit pas trop grave. Ce que j'ai vraiment aimé c'est que personne n'a triché. Tout le monde a fait l'effort supplémentaire pour se hisser à la hauteur de l'événement. En atteste la manière dont on s'est accroché en défense en muselant les ailiers May et Watson qui sont normalement redoutables. Et cette manière de subir, de plier sans jamais rompre, cette façon de s'accrocher sur chaque plaquage, sur chaque ruck, j'ai trouvé ça grisant. Je sais pas vous mais moi mon cœur il battait à 100 à l'heure pendant les 93 minutes du match. Faut dire aussi que les Bleus ont été pas mal servis par l'incroyable intelligence de jeu des Anglais, notamment sur la grosse séquence défensive qui intervient juste avant la mi-temps. Vous savez, celle où les Angloches s'obstinent à taper à 50 cm du ruck comme des taureaux aveugles alors que sur le large il y a des 4 contre 0. Regardez, ça va être incroyable. Sur ce plan large, le bleu qui est à l'aile, c'est Aldeguerri, le pilier droit. C'est lui qui défend sur les extérieurs et les Anglais sont littéralement à 8 contre 1. 8
contre 1. Et même sans aller jusqu'à l'aile, hein, juste une passe sautée ou 2 passes rapides pour atteindre Launchbury, ça passait. Hein. Je trouve vraiment que les Anglais se sont comportés en petite équipe, incapables de prendre le temps pour réfléchir 2 secondes et réagir en grande équipe qui sait ce qu'elle fait. Ils ont réagi dans l'urgence, trop sûrs de leur force, et du coup, au final, ils rentrent au vestiaire comme des cons. Je pense que vous attendez que j'aborde l'arbitrage, on va y venir, mais en attendant, j'aimerais parler d'un joueur qui m'a vraiment impressionné. Outre les Dulin, Jalibert, Jelonge, Pesanti ou Gérassi, j'aimerais parler de Gabin Villière, qui pour moi a réalisé l'une des plus belles performances à l'aile en équipe de France, et ce depuis longtemps. Ok, il a pas marqué d'essai, il a eu très peu de ballons, mais bordel, qu'est-ce qu'il est complet. Il est partout en attaque, il joue comme un 9e avant, toujours en gravitant autour des gros pour apporter son soutien. En défense, il s'échappe jamais, même quand il subit, il plaque et il gratte comme un 3e barre, et en plus il est pas dégueu sous les ballons hauts. Franchement, il m'a impressionné, il y a une énergie qui se dégage de lui, quelque chose presque de félin, je sais pas comment expliquer. On sent qu'il est sur le terrain pour chasser, c'est un prédateur le mec. Et il apporte, je trouve, une vraie agressivité sur les lignes arrière. Et ça c'est tout bonnement incroyable quand je rappelle qu'il y a 2 ans, il jouait en Fédéral Lune en Normandie. Ouais, son seul défaut c'est d'être normand, mais ça on peut lui pardonner quand même. Quoique, est-ce que ça vaudrait pas une poubelle d'or? Bon, maintenant passons aux choses sérieuses, l'arbitrage. Quand j'ai éteint le match dimanche soir, j'étais vraiment malade. L'impression d'avoir été arbitré à sens unique, l'impression que quoi qu'aurait pu faire nos bleus, le destin du match aurait déjà été scellé par le sifflet de Mr. Brace. Et pour le coup, c'est bien d'avoir pris un peu de recul, d'avoir pris du retard dans ma vidéo, parce que du coup, j'ai pu re-regarder le match à froid. Parce que c'est pas si net que cela en fait. En fait, Brace, je trouve, a plutôt bien arbitré sur l'ensemble du match, et c'est vraiment à la fin que ça se gâte. On va donc revenir sur plusieurs décisions qui, selon moi, méritent qu'on en parle. Et notamment, on va revenir à l'action qui provoque la pénale touche, et qui par la suite amène l'essai des Anglais. Donc déjà, il y a 2 en avant au sol consécutifs, un de Vunipola, puis un de Farrell, qui en plus ramène le ballon dans son camp, ce qui est une faute en soi. Alors je veux bien admettre que l'arbitre n'ait pas pu les voir distinctement sur le coup. Mais merde quoi, on est dans une finale. Il y a 2 arbitres de touche qui sont à 20 mètres de l'action, il y a un arbitrage vidéo, comment est-ce que c'est possible de les louper? Alors je veux bien que pour une question de protocole, l'arbitrage vidéo n'a pas le droit de signaler les en avant à l'arbitre de champ, mais par contre, il peut au moins signaler la faute de Farrell, qui fait en avant, et qui ensuite ramène le ballon dans son camp. Ça c'est une faute, il a le droit de la signaler, comme il a signalé la faute d'Underhill dans la mêlée. Une faute aussi grossière et évidente, ça fait chier de perdre un match là-dessus quand même. Enfin je sais pas, tout le monde l'a vu, le public l'a vu, les commentaires l'ont vu, c'est sûr que l'arbitrage vidéo l'a vu. C'est pas possible de laisser autant d'erreurs à 2 minutes de la fin changer le cours du match. Surtout que sur l'en avant de Farrell, Raka se fait pénaliser. Ok, il prend du temps à sortir, mais il n'est absolument pas couché sur le ballon, et sa sortie prend moins de 4 secondes. Juste pour comparer à une action similaire dans le match, là, celle où Slade est couché sur le ballon et il ne fait aucune action pour sortir, ça prend 8 secondes. 8 putains de secondes et il est pas pénalisé. Comment c'est possible d'avoir une telle inégalité de traitement, surtout à des moments aussi charnières? Pareil en prolongation, la pénalité contre Tolofua pour un grattage illicite, elle est tellement abusée. D'accord, le mec perd ses appuis, mais il les perd après plus de 2 secondes de grattage, ce qui est énorme 2 secondes dans un ruck. Surtout quand tu vois à ce niveau-là, les mecs ils viennent te déblayer. Tu peux pas rester indéfiniment sur tes appuis. Ok, il s'écroule, mais il s'écroule après 2 secondes de grattage licite. Et pourquoi il s'écroule? Notamment parce que l'anglais garde le ballon au sol et qu'il peut pas garder ses appuis indéfiniment. Donc là, les actions dont je viens de parler, c'est vraiment les actions qui m'ont scandalisé. Et quand à l'en avant de Macalou, c'est difficile d'attaquer l'arbitre. Nous aussi, avant de voir les ralentis image par image, on pensait que Macalou avait fait en avant. Et le truc c'est que comme je vous l'ai dit, selon le protocole, l'arbitrage vidéo ne peut pas intervenir pour signaler un en avant. Tout ça pour dire que j'en veux vraiment à l'arbitre qui n'a pas sifflé pareil dans des situations similaires. Mais surtout j'en veux à cette formule du point en or qui pour moi n'a pas trop de sens dans un sport comme le rugby. J'ai trouvé que ça a dénaturé le jeu avec d'une part l'attaque qui joue petit bras en cherchant la faute et de l'autre la défense qui ne se découvre pas et qui va pas contester de peur de prendre des points. Pour moi dans l'esprit un match de rugby il se termine à la fin du temps réglementaire, pas avant. Et en plus ce format fait reposer beaucoup trop de pression sur l'arbitre. J'avais lu il y a longtemps une interview d'un arbitre international, je crois que c'était Nigel Owens, qui disait que de toute façon, un arbitre ne pourra jamais siffler toutes les fautes qui existent dans un match. Parce que s'il le faisait, il y aurait des pénalités à chaque ruck. Et je trouve que dans un cas comme la mort subite, c'est assez malsain, parce que ça veut dire que ça donne l'occasion à l'arbitre de terminer le match quand il veut en fait. Parce qu'il y aura toujours matière à siffler. En fait, pour résumer, ce qui m'a frustré, c'est que j'ai eu l'impression que la victoire de cette équipe anglaise n'a pas été due à la performance des joueurs sur le terrain. La défaite, elle s'accepte quand tu es battu par rapport à des choses pour lesquelles tu es responsable toi-même, ou alors quand l'adversaire t'est indiscutablement supérieur. Donc voilà, j'ai fini mon pavé, on va passer rapidement au top et au flop. En top, j'aimerais mettre toute l'équipe de France qui m'a épaté titulaire comme remplaçant. Un petit bémol cependant sur Antonio qui a fait plusieurs plaquages hauts, vraiment à la limite, surtout dans les moments où c'était très chaud, fallait pas prendre de points. Et heureusement que c'est passé sous les radars, j'ai même trouvé l'arbitrage très indulgent sur ce point-là. Comme quoi l'arbitrage n'a pas été à sens unique sur le match. Côté anglais, j'ai pas vraiment de top, je suis très déçu par ce 15 de la Rose qui n'a pas vraiment montré qu'il avait la carrure d'un vice-champion du monde. Un vice-champion du monde à plus de 700 sélections qui plus est. Et du coup en flop, outre la paire Underhill-Curry qui a des années-lumière de son niveau de l'an dernier, j'ai trouvé l'axe 9, 10, 12, 13 chiant à mourir. Incapable de trouver des solutions autres que de taper au pied. Après il faut cependant admettre que le dernier coup de pied de Ford qui amène à la pénalité de la gagne était parfait. Et c'est sûrement sa seule vraie bonne action du match. Avant de conclure, on va passer par la poubelle d'or. La semaine dernière vous aviez élu Violi pour son tacle sur Teddy Thomas. Et pour aujourd'hui, va y avoir
avoir du choix. En premier nominé, j'ai la passe de Jalibert dans les chaussettes de Raka, qui ne peut du coup s'empêcher de faire un en avant. Une belle passe pourrie, comme on les aime. En second candidat, Raka reste dans les parages pour sa superbe glissade en voulant plaquer Ford. C'est bien d'aller vite, mais l'adhérence à la route reste le principal défaut de ce modèle fidjien. Ensuite, le dernier prétendant côté français, c'est cette passe bowling de Brice Dulin, une merveille qui rappelle les heures les plus sombres des championnats de série. Ensuite, côté anglais, comment passer à côté de la merveilleuse performance de Farrell face au poteau, qui a décidé que marquer des points, en fait, était surcoté, et qu'il valait mieux taper à côté pour nous laisser espérer jusqu'au bout. La perfidie anglaise n'a donc aucune limite. Et enfin, j'ai bien aimé cette petite action de Daly, qui, non content de manquer son contrôle au pied, se permet en plus un petit coup de pied direct en touche, une petite boulette classique, comme on les aime. Donc voilà, si vous voulez voter, faut taper en commentaire #poubelle, suivi du nom du joueur que vous voulez désigner. Et je vous donnerai les résultats dans la prochaine vidéo. Pour conclure, comme a dit Servat, on n'a peut-être pas gagné le match, mais au moins on a gagné un groupe, ça c'est sûr, et ça reste très encourageant pour la suite. Aussi, je rappelle que j'ai dû faire des choix dans cette vidéo, donc si vous voulez me compléter ou me corriger, n'hésitez pas à le faire. L'espace commentaire est là pour ça. Et avant de partir, j'aimerais mettre la lumière sur une association qui s'appelle Recycling Rugby, et dont le but c'est de recycler des ballons de rugby pour en faire des sacs, des trousses, bref, des articles de droguerie, et les bénéfices qu'ils récoltent sont alors reversés à l'association de Serge Betsen, qui a pour but de développer le rugby et l'éducation de jeunes défavorisés au Cameroun. Donc si vous manque des cadeaux pour Noël et que vous connaissez des gens à qui ça peut faire plaisir, n'hésitez pas, je vous mets des liens en description. Voilà, c'était tout pour moi, à la prochaine et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.